À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique, s'il vous plaît. La Commission est réunie afin de procéder aux auditions publiques dans le cadre des consultations particulières concernant le mandat d'initiative portant sur l'avenir des médias d'information. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements pour ce mandat? Oui, Monsieur le Président, Madame Laprie-Sherbrooke sera remplacée par Madame Dorion-Tachereau et Madame Yvon Joliette par Monsieur Lebel-Rimouski. Est-ce qu'il y a consentement pour les remplacements suivants? Monsieur Asselin Vanier-Rivière serait remplacé par Madame Tardy Laviolette Saint-Maurice, Monsieur Chassin Saint-Jérôme par Monsieur Lévesque-Chauveau, Madame Grondin Argenteuil par Monsieur Allaire Masquinongé et Monsieur Skid Sainte-Rose par Monsieur Provençal-Beauce-Nord. Y a-t-il consentement? Consentement, merci. Aujourd'hui, nous entendrons Madame Marie-Ève Martel, Monsieur Patrick White, la Confédération des syndicats nationaux conjointement avec la Fédération nationale des communications, le Syndicat des travailleurs de l'information de la presse et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Cependant, nous commençons avec Monsieur Patrick... Oh, elle est là? Ah, elle est revenue. Formidable. Je vous souhaite la bienvenue, Madame Martel. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. Non. Correct. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite donc à vous présenter et à procéder à votre exposé. La parole est à vous. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, membres de la Commission. Mon nom est Marie-Ève Martel. Je suis journaliste à La Voix de l'Est et auteure d'Extinction de voix, plaidoyer pour la sauvegarde de l'information régionale. Je vous remercie de m'avoir invité à témoigner dans le cadre de ce mandat d'initiative sur l'avenir des médias. Il va sans dire que l'urgence d'agir n'est plus approuvée. Au cours de la dernière décennie, au moins une cinquantaine de médias d'information, particulièrement dans la presse écrite régionale, ont disparu de l'écosystème médiatique québécois. On recense la perte de plus d'un emploi de journaliste sur 10, mais aussi de près de la moitié de tous les emplois dans les entreprises de presse. Il y a à peine une semaine, c'est Mon Monde qui a failli s'écrouler. Cette hémorragie n'est pas en voie de s'arrêter, bien au contraire. À l'heure actuelle, ce sont presque tous les médias d'information québécois qui risquent de disparaître, avec de lourdes et irréversibles conséquences pour la démocratie si rien n'est fait pour les soutenir. Le cas échéant, ce seront des villes, des MRC, des pans de vos circonscriptions qui deviendront des déserts médiatiques, des lieux où se dérouleront tout plein de choses dont personne ne parlera. Aux prises avec une crise financière sans précédent, ces entreprises de presse cherchent à se réinventer, à trouver une manière de traverser la tempête avant de faire naufrage. Je peux personnellement témoigner des nombreux efforts effectués par les artisans de Groupe Capital Média, mais aussi d'autres journaux, pour garder la tête hors de l'eau. Mais la recette magique n'existe pas. Comme disait la célèbre publicité, si ça existait, on l'aurait. Si les médias se trouvent à un carrefour déterminant de leur avenir, leur pertinence, elle, n'a pas à être nouveau établie, et ce bien que leur vocation mercantile entre en contradiction avec leur mission de servir l'intérêt public. Dans les milieux respectifs, les médias jouent un rôle social, démocratique, économique et culturel de premier plan, le tout en étant les témoins de ce qui se déroule dans des centaines de communautés réparties dans plusieurs régions du Québec. Les nouvelles technologies d'information ont permis l'avènement de ce qu'on appelle l'économie du savoir. Or, il est rarement question, grâce à celle-ci, d'une démocratie par le savoir. En ce sens, les médias d'information sont un rempart indispensable à la désinformation pour remettre les pendules à l'heure et pour permettre aux citoyens de faire un choix éclairé sur une pléthore d'enjeux publics. Surtout, afin d'obtenir un son de cloche équilibré, il est primordial que les citoyens aient accès à une diversité de sources d'information qui ne traitent pas toujours de ces enjeux de la même manière et qui font appel à des intervenants différents. Les retombées locales des médias ne se mesurent pas toujours de manière tangible. Des études ont démontré que dans les communautés où les médias se sont éteints, le coût des contrats publics octroyés et le salaire des fonctionnaires sont plus élevés qu'ailleurs, signe qu'il n'y a pas de chien de garde de la démocratie pour les surveiller, ainsi que la gestion des données publiques. Que le débat politique est davantage polarisé et que moins de personnes s'impliquent activement dans la vie publique ou se portent candidates à des postes électifs. En région, ce constat est encore plus frappant. Les grands médias n'ont pas les ressources et l'espace pour traiter de tout ce qui se déroule lors des grands centres. Il faut donc qu'une nouvelle soit hors norme pour qu'elle se fraie un chemin jusqu'à eux. Pourtant,
de nombreuses initiatives locales méritent d'être soulignées et de faire parler d'elles. Des injustices et des drames doivent aussi être dénoncés, et c'est plus souvent qu'autrement via les médias locaux que ces cris se font d'abord entendre. N'oublions pas non plus que les médias sont des acteurs de construction identitaire locale, des adjuvants à la cohésion sociale et une agora populaire où s'échangent les idées. En décrivant les initiatives locales et en laissant la place à des débats, en rappelant des moments et des personnages marquants de l'histoire locale et en usant de référents propres à la région, les médias posent les balises d'une identité et d'une culture qui caractérisent leur communauté d'ancrage. À la suite de la publication de mon essai « Extinction de voix », j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs régions du Québec pour en parler des formations locales, non seulement avec des journalistes, mais aussi avec des citoyens qui se sentent concernés par l'avenir de leurs médias locaux. Plusieurs constats ont émergé de ces rencontres, démontrant des constantes d'une région à l'autre. En général, la population est certes attachée à ces médias d'information, mais elle ne comprend pas nécessairement qu'il y a péril en la demeure. Elle prend ses journaux et ses stations de radio et télévision communautaires pour acquis et ne comprend pas que ceux-ci sont pris avec une crise économique. Et pour cause, les questions et les affirmations étant parvenues du public m'ont fait réaliser que celui-ci comprend très mal notre métier et ses objectifs. Il serait possible d'endiguer cette confusion grâce à des initiatives en éducation aux médias qui permettraient aux citoyens d'apprendre à mieux consommer ceux-ci. L'éducation aux médias doit aussi être offerte aux élus, dont certains ont encore aujourd'hui une mauvaise perception ou une méconnaissance du rôle du journaliste. Cela donne lieu à des entraves à la liberté de presse, mais aussi au droit du public à l'information. La transparence, dans certains lieux, est hermétique et vise d'abord à maintenir une image plutôt que d'informer. On pourrait se laver les mains et laisser la loi du marché dicter l'avenir des médias d'information. Que les plus innovants et ceux ayant le plus de moyens survivent, tant pis pour les autres. Mais l'entrée en jeu de nouveaux joueurs étrangers auxquels les règles ne semblent pas s'appliquer a créé un déséquilibre important dont il faut se préoccuper. Advenant la disparition des médias, dont les revenus publicitaires ont été vampirisés par les fameux GAFA, ce ne sont ni Google, ni Facebook et compagnie qui enverront des journalistes professionnels couvrir les séances des conseils municipaux ou enquêter sur de nombreux sujets d'intérêt public. Ajoutons à cela le fait que moins d'une personne sur 10 paie pour s'informer, ce qui a effet d'occulter le fait que l'information a un coût à produire, mais aussi une valeur. Collectivement, nous avons oublié la valeur du journalisme et nous nous sommes détournés de sa mission première, croyant à tort qu'ici, au Québec, la liberté de presse et l'accès à l'information étaient acquis pour toujours. Le cœur du problème est un peu là. Tout le monde est pour la sauvegarde de l'information, mais personne ne veut payer pour. La situation se résume pourtant bien simplement. Désormais, les médias d'information financent à grands frais la production de reportages d'intérêt public, mais ils ne peuvent plus compter sur les revenus publicitaires ou les revenus d'abonnement d'autrefois pour y parvenir. Connaissez-vous beaucoup d'entreprises qui parviendraient à survivre dans de telles circonstances? Le simple libre marché ne peut pas s'appliquer dans l'industrie de l'information, car celle-ci n'est pas un produit qui peut être sous-traité ailleurs pour moins cher. Le fruit du travail des journalistes n'est pas un simple produit de consommation qui pourrait être remplacé s'il disparaissait. L'information est un bien public dont bénéficie la société tout entière. S'il est donc une seule chose que vous devez retenir de mon témoignage, c'est que la pérennité de ce bien public dépend des efforts de la communauté tout entière pour le faire survivre. C'est donc pour vous demander, à titre d'élu, de préserver l'information régionale québécoise que je m'adresse à vous aujourd'hui. Le débat entourant la survie des médias d'information s'est longuement attardé sur le virage numérique à entreprendre. Nous avons beaucoup entendu parler du contenant transportant les nouvelles, mais très peu du contenu lui-même. Je considère plutôt que le véhicule importe peu, en autant que les contenus qui s'y trouvent soient pertinents. Papier ou numérique, un média d'information trouvera sa pertinence dans la qualité de ses reportages, de ses enquêtes journalistiques et des analyses que ses artisans en tireront. Ainsi, je recommande à la Commission d'étudier la possibilité d'établir des crédits d'impôt sur les masses salariales des médias qui pourraient encourager ceux-ci à embaucher et à investir dans leur salle de rédaction plutôt que d'effectuer des compressions, avec pour impact direct une augmentation de la couverture journalistique, particulièrement au niveau local. La reconnaissance de l'information journalistique en tant que produit culturel pourrait également assujettir celle-ci aux différentes mesures fiscales qui existent déjà. Il ne suffirait que de bonifier les enveloppes existantes pour ne pas pénaliser les actuels bénéficiaires de ces programmes. Évidemment, j'encourage le gouvernement du Québec à poursuivre ses investissements publicitaires dans les médias d'information québécois afin de donner l'exemple aux entreprises privées qui les ont délaissés au profit des GAFA. Il m'apparaît contradictoire de prêcher pour l'achat local sans être conséquent à ce sujet. Je lance aussi l'idée de créer un fonds dédié au financement de reportages d'information d'intérêt public, un fonds auquel auraient accès tous les médias généralistes québécois tout en respectant leur indépendance journalistique.
Je propose, par exemple, que l'accessibilité de l'aide financière issue de ce fonds soit proportionnelle au contenu original et local produit par chaque média, sous forme de retour sur investissement. Le fonds pourrait aussi être géré par un comité indépendant et chapeauté par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Membres de la Commission, vous avez le pouvoir, le devoir, dis-je, de maintenir l'un des piliers de notre démocratie. Vous devez vous élever au-dessus du débat partisan à propos de la propriété de la presse et mettre en place des mesures qui soutiendront les médias d'information, peu importe à qui ceux-ci appartiennent et surtout, peu importe leur taille, en autant qu'ils continuent leur mission de servir l'intérêt public. Car qui, à l'heure actuelle, pourrait répondre à cette prérogative si les médias disparaissent? Vous devrez toutefois agir vite. Plus le temps passe et plus la précarité des médias s'accroît. Si rien n'est fait à court terme, cela représenterait une attente importante au droit du public à l'information, au droit du public à avoir accès à une pluralité de sources de points de vue. Ne laissez pas des régions sombrer dans le noir. Je vous remercie à nouveau de m'avoir offert l'occasion de présenter ces quelques constats et je suis maintenant disposée à répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup, Mme Martel. Nous sommes maintenant prêts à entendre la partie gouvernementale pour une durée de 15 minutes et je reconnais le député de Beauce. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous me permettrez, Mme Martel, puisque nous sommes dans nos premiers échanges dans le cadre de cette commission parlementaire, avant qu'on puisse débuter notre discussion, de saluer mes collègues, évidemment du gouvernement, qui, chacun et chacune, a un fort intérêt pour l'avenir de nos médias, bien évidemment. Saluer également l'opposition officielle, les gens également des autres oppositions, très contents de vous retrouver parce qu'on attendait, vous aussi et nous aussi, cette commission parlementaire-là. On a beaucoup de journalistes qui sont dans la salle, alors ça démontre l'intérêt très prononcé envers cette question-là, qui est vitale pour notre démocratie, qui est vitale pour l'avenir de l'information que l'on donne à nos citoyens, que ce soit dans les grands centres ou encore en région. Un problème qui, vous l'avez exprimé dans votre livre, Extinction de voix, que j'ai eu un grand privilège de lire, qui dit très clairement que ça n'a pas commencé la semaine dernière puis qu'il y a une importance d'agir. Vous l'avez dit, si on avait la solution magique, probablement que les précédents gouvernements, le gouvernement actuel l'aurait mis en place. Ça, c'est clair. Mais il y a des défis qui sont super importants et vous le relevez dans votre livre et vous le relevez également dans votre mémoire de façon assez claire. Avant de peut-être aller au fond des solutions, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous, puis peut-être de la perception qu'il y a présentement dans une salle des nouvelles au Québec, de la perception qu'il y a quand vous parlez avec les conseillers publicitaires, que vous parlez avec les patrons des différents médias. Ils sont rendus où? Comment ils se sentent? Comment ils ressentent l'avenir? Comment ils entrevoient l'avenir? Quel est l'état d'âme? Vous, ça vous a poussé à écrire un livre, à prendre la parole publiquement, à dire clairement ce qui va et ce qui ne va pas, puis à coucher des solutions. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans l'univers des médias qui n'ont pas la chance de venir s'exprimer devant nous aujourd'hui, puis nous dire comment ils entrevoient l'avenir. Donc, j'aimerais que vous me dites, à l'interne, comment ça se passe et comment ça se vit. Je porte un peu de verre aujourd'hui. C'est l'espoir. On a tous espoir qu'on va réussir. En fait, on se trouve devant une grande vague et on ne sait pas encore ce qui va arriver de l'autre côté de cette vague-là. Certains pensent que le salut va passer par un virage numérique, mais on a tous conscience, parce que de la nature de notre travail, ça amène un certain idéalisme. On a tous confiance que la démocratie, le droit du public à l'information vont triompher. On est tous motivés par un certain idéal qui passe par l'information. Je ne vous cacherai pas qu'évidemment, on sent par contre une grande méconnaissance de notre travail au sein du grand public. Beaucoup de gens, il y a encore des gens qui pensent qu'il faut payer pour faire un article dans le journal, pour passer dans le journal. Il y a beaucoup de gens aussi, et ça a été d'abord mentionné par Éric-Pierre Champagne sur un billet de blog qui était fort intéressant, que les gens nous associent beaucoup aussi aux propriétaires. Jusqu'à la semaine dernière, moi, je travaillais pour les journaux à Cochon. Quelques années auparavant, je travaillais pour les journaux à Desmarais et j'ai certains collègues ici même et au Québec qui travaillent pour le journal à Pellado. Pourtant, ce ne sont ni M. Desmarais, ni M. Cochon, ni M. Pellado qui font les articles de journal. Ce sont des journalistes passionnés qui travaillent jour après jour à faire de leur mieux. Puis, des fois, il y a des articles qui sont moins intéressants, qui sont peut-être un peu plus divertissants, mais ça fait partie du produit qu'on a à offrir, parce que nous, on ne peut pas créer de la nouvelle, on doit attendre qu'elle se présente à nous. Et je pense que justement, c'est pour ça que c'est important d'éduquer aussi les Québécois à l'importance des médias, parce que c'est pour eux qu'on écrit, c'est pas pour M. Cochon, M. Desmarais ou M. Pellado.
C'est pour la population. Et si la population comprend mal à quoi on sert, si la population comprend mal comment interpréter et consommer un média, ça va mal les servir. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit à ce moment-là. Donc, oui, c'est l'espoir. Oui, c'est l'espoir. Et quand on voit également l'évolution du métier, puis j'aimerais vous entendre également là-dessus, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes dans la profession, ça a bougé, ça a évolué. Moi, j'ai fait de la radio, j'ai été dans des journaux coopératifs, dans la radio privée, la radio communautaire. J'ai eu à congédier des gens parce que, justement, on devait faire certaines restructurations. Alors, tout ça ne date pas d'hier non plus. Donc, comment votre métier a si changé et s'est évolué avec le temps? Puis, quelle est la meilleure façon de convaincre quelqu'un de faire du journalisme dans ces conditions-là? Vous en parlez justement, comment le métier a évolué, comment on fait du numérique, comment on fait du web, comment on doit faire du vidéo, Twitter, Facebook, être en ondes le plus rapidement possible pour livrer l'information, écrire le texte le plus tôt possible, tout en préservant une qualité à titre de journaliste aussi. Les salles de nouvelles fonctionnaient avec plusieurs journalistes il n'y a pas tellement longtemps. On les a restreints à son maximum. C'est souvent le premier endroit où on coupe, on met plus de vendeurs sur la route en disant qu'ils vont nous ramener plus de revenus publicitaires, mais pendant ce temps-là, les journalistes, eux, doivent remplir les pages ou encore remplir le temps d'antenne. Alors, parlez-moi un peu de l'évolution de ce métier-là, puis à quel point des exemples très précis que vous avez vécus dans des salles de nouvelles qui ont particulièrement affecté la profession journalistique. Quand j'ai commencé mes études universitaires, c'était en 2006, on commençait à peine à parler de Facebook et de YouTube. On ne savait pas c'était quoi et on ne savait pas dans quelle mesure ces outils-là allaient révolutionner la manière de travailler. J'ai commencé ma carrière de journaliste en 2009-2010 et dans les hebdomadaires, en fait, on était 2 et j'ai même été toute seule pour alimenter un hebdomadaire chaque semaine. Je suis arrivée à La Voix de l'Est en fin février 2013. À ce moment-là, on était 21 dans la salle de nouvelles. On est aujourd'hui 14, dont la moitié n'ont pas de poste permanent. Ce sont des surnuméraires. Donc, quand les employés sont moins nombreux, nous, on doit quand même publier un journal à tous les jours. On m'a élevé en me disant, si tu n'as rien à dire, tu te tais. Malheureusement, dans un journal, ça ne fonctionne pas comme ça. On publie pareil parce qu'on a une tombée. Donc, on doit mettre les bouchées doubles. Je peux écrire des fois 4 textes par jour avec des brèves, des faits divers. On peut aussi faire des breaking news. On peut être amené à faire autant un texte de sport que de culture, un texte municipal, un organisme communautaire. Ça resserre beaucoup les liens aussi entre collègues parce qu'on a le syndrome du survivant. Hein? C'est vraiment prouvé qu'on a ça. Et on continue parce qu'on y croit. Des fois, on a des moments de découragement, mais il y a toujours un collègue qui dit « ça va aller, on va passer à travers ». C'est sûr que la charge de travail s'est décuplée. La mission reste la même, mais il y a des limites à faire plus avec moins, puis on est rendu là. Vous en avez abordé différentes solutions à l'intérieur du mémoire qui sont super, super intéressantes. Vous avez parlé, entre autres, d'éducation, l'importance que nos jeunes comprennent le vrai du faux, de qu'est-ce que c'est des médias d'information. Alors, je vais vous entendre peut-être, je vais tout de suite venir à la question des annonceurs et le fait que des entreprises doivent prendre le réflexe davantage de se tourner vers les médias traditionnels pour investir de la publicité. Vous dites, en 2005, les annonceurs canadiens avaient dépensé 562 millions de dollars en publicité en ligne, 2,7 milliards de dollars dans les journaux imprimés. 11 ans plus tard, la situation s'est inversée. Le numérique représentait des investissements publicitaires de 5,6 milliards de dollars. Une hausse annuelle est soutenue de plus ou moins 20 pendant que les publicités imprimées dans les médias écrits ont dégringolé de 48 pour atteindre 1,4 milliard de dollars. Et ça, vous le tirez d'un forum des politiques publiques qui a été dévoilé en 2017. Quel est le meilleur outil, selon vous, pour convaincre le concessionnaire, pour convaincre l'entreprise qui est dans la municipalité ou est dans la région depuis plusieurs années d'investir dans son média local? Je crois également que plusieurs éditeurs n'ont pas manqué d'imagination dans les dernières années pour les convaincre. Je vous raconte une anecdote très rapidement. Chez nous, il y a une éditrice qui a dit « on ne publiera plus le journal dans cette municipalité-là parce qu'il n'y a plus d'annonceurs qui font affaire ». Et elle a reçu 700 messages de citoyens qui lui disaient « Pourquoi je ne reçois plus mon journal? » Alors, elle est allée voir les annonceurs, puis elle a dit « Voyez-vous, je suis lu dans votre communauté. » Et elle a pu recommencer à imprimer à l'intérieur de la municipalité. Alors, c'est la solution qu'elle avait trouvée pour convaincre les gens que ça valait la peine d'investir à l'intérieur des médias écrits. Moi, j'en suis convaincu, on fait de la politique, on doit faire des choix publicitaires à l'occasion, et j'y crois foncièrement à ce journal-là, en termes d'information, puis en termes de communication avec le public. Alors, oui, il y a l'aspect
financier où on se doit de convaincre les gens d'investir dans nos médias locaux et qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus pour le faire. Il y a un volet éducatif, il y a un volet créatif également, mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Je pense que c'est une question de sensibilisation, c'est donnant-donnant. C'est l'achat local, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, la plupart des gens qui travaillent dans un média à l'heure actuelle se font dire que le papier, c'est fini, par exemple, qu'il faut aller sur Facebook parce que c'est là que les gens se trouvent. C'est pas ça, la solution. C'est un peu hypocrite de dire acheter local, acheter à ma boutique, aller dans mon commerce parce que j'ai pignon sur rue, je crée des emplois, je paie mes impôts, je paie mes taxes, alors que ces mêmes personnes-là ont choisi de ne plus annoncer dans leur média local pour aller donner leur argent à une multinationale américaine qui avale tout ce qu'il y a de revenus publicitaires au Canada en ce moment. Là, on parle de 80 Un journal, à La Voix de l'Est, là, c'est presque une quarantaine d'employés, donc c'est 40 familles qui vivent grâce à ça. C'est 40 familles qui paient des taxes foncières, c'est 40 familles qui consomment localement. C'est 40 familles qui interagissent dans le milieu. Donc, si un annonceur choisit de ne plus s'annoncer dans un média, bien, ça fait aussi 40 familles qui n'iront peut-être pas dépenser chez lui. Donc, c'est une roue qui tourne. Ça fait partie du réseau local. On est un acteur qui témoigne de la vitalité de cette localité-là, mais on doit aussi être alimenté par cette localité-là. C'est aussi simple que ça. C'était la parole à moi. Je reconnais maintenant le député de Saint-Jean. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme Martel. Bonjour. Vous terminez votre mémoire, pas votre présentation, mais votre mémoire, en disant qu'il importe d'agir avant que le Québec ne devienne un immense désert médiatique. Je pense que vous avez raison et je voudrais vous entendre par rapport à l'urgence qui a pris toute la place sur la scène publique depuis une dizaine de jours, le groupe qui vous engage, le groupe Capital Média, qui a saisi un peu la place publique avec une urgence. Mais je voudrais vous entendre, je ne veux pas vous suggérer la réponse, mais je veux savoir comment, même si c'est de vous un peu dont il s'agit, comment vous voyez ça par rapport au reste du Québec. Vous avez dit le mot local et régional très souvent dans votre présentation. Vous l'avez écrit énormément. C'est de la musique à mes oreilles. Mais maintenant qu'on est en train de réagir, on est en réaction à ce qui s'est passé, est-ce qu'on ferait une erreur si on ne lisait pas la dernière ligne de votre mémoire? En fait, c'est ça. Cette semaine, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, c'était l'entreprise qui m'emploie qui était sous les projecteurs, mais il y en a tellement d'autres au Québec qui sont dans la même situation puis qui n'ont pas nécessairement mis leurs problèmes sur la place publique parce que, justement, d'aller sur la place publique puis dire « ça va pas très bien », ça peut faire peur à des gens qui décident de nous lâcher au lieu de nous soutenir. On a été très chanceux d'avoir une vague de soutien aussi forte et j'espère que cette vague de soutien-là va s'étirer dans le temps pour nous permettre d'arriver à une solution là, pérenne sur la survie de l'entreprise Groupe Capital Média, peu importe la forme qu'elle aura. Mais cette vague-là doit aussi s'étendre aux autres médias parce que nous, on est un groupe de 6 journaux, on a beaucoup, beaucoup de ressources. Mais imaginez un hebdomadaire qui a peut-être 2 journalistes, peut-être autant de représentants publicitaires. Et des fois, c'est dans des municipalités ou des régions où ils sont tout seuls pour couvrir une dizaine de municipalités avec des maires pas toujours sympathiques et collaborants, on va dire. Donc, c'est important parce que il n'y aura jamais assez de journalistes pour couvrir l'ensemble des municipalités du Québec, alors qu'il y a des choses qui se passent qui doivent être mises au grand public. Et souvent, quand on entend parler des régions dans un média national, un média montréalais ou peut-être même des médias de la Ville de Québec, c'est souvent parce que ça a eu écho localement avant. Donc, je pense qu'il faut prendre ça là, en considération. C'est tout le monde qui a besoin d'aide en ce moment. On a beaucoup entendu parler de tout plein de propositions de solutions. Dans votre livre, effectivement, il y en a encore plus. En fait, c'est les mêmes, mais vous les avez synthétisées là-dedans. Mais tout le monde a l'impression qu'il n'y a pas un coup de baguette magique, un levier qui va tout régler. Il y a énormément de travail. Et au-delà de l'aide d'urgence et au-delà d'un programme d'aide, il y a beaucoup de ménage à faire, entre guillemets.
Tout à fait. La solution, ce n'est pas une recette magique. C'est un florilège de mesures. Effectivement, en tant qu'élu, vous avez votre rôle à jouer parce que, comme je vous dis, je pense que l'information doit être reconnue comme un bien public. Et en tant qu'élu représentant les Québécois, c'est votre rôle de vous assurer que ce bien public-là survit à la crise. Néanmoins, comme citoyen, on a aussi un rôle à jouer. Que ce soit en s'abonnant, il y a des dons, des fois il y a des médias aussi qui recueillent des dons, en continuant de consommer l'information, mais en ayant aussi la volonté de vouloir devenir un meilleur consommateur d'informations, donc en devenant un lecteur plus avisé, en faisant le tri dans les différentes informations qui nous sont présentées. Donc, d'où l'importance de l'éducation aux médias, ne serait-ce que justement pour lutter contre la désinformation. Ça, c'est très important. Et on parlait, beaucoup des jeunes, mais je pense aussi que les plus vieux doivent s'y mettre. D'ailleurs, il y a une étude qui disait que c'était les baby boomers qui partageaient le plus de fake news. Et aussi, évidemment, en tant qu'annonceur, c'est de contribuer à la vitalité économique locale en annonçant. Il y a plusieurs manières, mais chaque Québécois en ce moment a le pouvoir de contribuer à la solution. De vous l'entendre dire. Oups, c'est terminé, je pense. Je suis prêt à reconnaître la députée de La Violette-Saint-Maurice pour 30 secondes. 30 secondes. Alors, rapidement, une question. Vous parlez de la création d'un fonds qui serait dédié à l'information et je suspecte aussi, comme vous l'avez laissé sous-entendre, ou comme vous l'avez dit, que ce ne serait pas géré par les patrons, mais que ça pourrait être géré par les journalistes. Pouvez-vous en dire un peu davantage par rapport à ça? En fait, le fonds ne devrait pas être géré par des journalistes, mais par une entité indépendante à la fois du gouvernement et des entreprises de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant prêts à entendre un membre de l'opposition officielle pour une durée de 10 minutes et je reconnais la députée de Verdun. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je vais prendre quelques secondes, mais rapidement, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps ensemble, pour saluer l'ensemble des collègues qui sont là aujourd'hui, parce que, rappelons-le, c'est quand même un mandat d'initiative que nous nous sommes tous donnés ensemble. Alors, très heureuse de pouvoir vous accueillir, Madame Martel. Moi aussi, j'ai eu la chance de lire votre livre et je l'ai dit à quelques reprises dans les dernières semaines, tous ceux qui s'intéressent à la chose actuellement devraient lire votre livre. Moi, il y a différentes choses qui m'ont vraiment marqué. Je vais sortir même un peu de votre mémoire, si vous me le permettez, d'entrée de jeu, parce qu'il y a des passages qui m'ont fait peur. Je vais le dire comme ça. Notamment toute la problématique que vivent actuellement des journalistes dans des régions pour entrer dans les conseils municipaux ou voire même de se voir bloquer l'accès à des conseils municipaux. J'aimerais ça juste que vous puissiez nous en parler parce que je suis très d'accord avec le collègue de Beauce-Sud lorsqu'il dit que le métier a changé. Vous êtes devenue une femme orchestre lorsque vous êtes journaliste. Il faut faire de la vidéo, il faut écrire, il faut essayer de faire aussi la photo. Puis pendant qu'on est là, on peut envoyer sur les réseaux sociaux des informations. Mais encore, faut-il que vous ayez accès à la source, accès à l'information. Juste vous entendre quelques minutes à peine là-dessus, parce que par la suite, j'ai d'autres questions pour vous. En fait, il y a certains maires, on va y aller au niveau municipal parce que c'est là où le bas blesse, qui comprennent mal notre rôle de journaliste. Ils pensent qu'on est des empêcheurs de tourner en rond, des fauteurs de troubles, alors qu'on devrait plutôt être des courroies de transmission qui ne remettent pas en question le message. Évidemment, on n'est ni un ni l'autre. Au Québec, à l'heure actuelle, il y a une 50aine de villes et municipalités qui ont des règlements adoptés en vigueur qui interdisent la captation d'images et de sons lors des séances publiques. Je considère que c'est contraire à l'esprit de la loi sur les cités et villes et au code municipal. Il y a également parfois des maires qui expulsent des journalistes avec l'argument qu'ils nuisent au décorum. Donc ça, c'est un dossier qui est mené de front par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et des changements législatifs pourraient s'appliquer là, pour en venir à ça. Parce qu'à l'heure actuelle, un citoyen qui conteste les règlements qui empêchent l'enregistrement, parfois, ça permet les journalistes, parfois pas, c'est vraiment au cas par cas. On peut faire une plainte au ministère, mais malheureusement, le commissaire aux plaintes n'a aucun pouvoir pour forcer une ville à modifier son règlement. Ainsi, la ville a le libre arbitre, en fait, d'empêcher des gens d'enregistrer les séances, peut les sortir aussi pour cette raison-là.
On a vu donc à quelques reprises, là, je me rappelle d'avoir vu des articles justement où on en faisait mention. Je voulais vous entendre parce que, bien entendu, on le sait, là, on fait de la sensibilisation aussi avec la commission qu'on est en train de tenir, tout le monde ensemble, là, auprès du public. On vous a entendu tout à l'heure parler de votre métier qui a changé au fil des années. J'aimerais que vous puissiez me parler du lectorat, parce que on a vu un peu partout que le lectorat a augmenté. Donc, ce n'est pas un problème où vous devez aller vous battre pour dire aux gens, voici, lisez l'information que nous venons de vous transmettre. Pouvez-vous parler un peu du lectorat, ce que vous sentez actuellement sur le terrain? En fait, les médias québécois, je dirais, toutes catégories confondues, n'ont jamais été autant consommés. C'est grâce aux médias sociaux que je suis venue pourfendre devant vous aujourd'hui. Ça permet le partage là, des nouvelles plus que jamais. En fait, on est convaincu que si on n'était pas sur les médias sociaux, on n'aurait pas la même situation qu'à l'heure actuelle. Le problème, c'est que ces partages sur les médias sociaux ne nous apportent aucun sou. Donc, on continue de financer l'information et celle-ci est diffusée, mais on n'en fait pas de redevance. Mais effectivement, à travers toute cette situation-là, le positif, c'est que les gens sont encore au rendez-vous, les gens veulent savoir ce qui se passe chez eux. Le fruit de votre travail, où il y a des gens qui vous payent un salaire, le fruit de votre travail est repris sur les plateformes numériques, disons-le là, sur les Google, Facebook de ce monde. Et eux ne versent pas $1 en droit d'auteur, disons ça comme ça. Et souvent, je fais le parallèle avec la musique. Les gens de la musique ont vécu cette même problématique-là en disant, on crée de la musique, malheureusement, il y a comme plus de valeur. Personne ne va payer maintenant pour obtenir notre musique qui peut être téléchargée de façon illégale. Alors là, c'est fait dans toute légalité parce que finalement, il n'y a pas de législation. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, si on va un petit peu plus loin, si on parle de la problématique de publicité, vous parlez de 80% actuellement là, de l'argent de la publicité qui s'en va vers la Californie, vers les Google, Facebook de ce monde. Si on veut être dans l'exemplarité de l'État, est-ce que vous avez été en mesure de définir quel devrait être, dans le fond, le pourcentage qui provient, par exemple, de la publicité gouvernementale sur les médias traditionnels? Et est-ce qu'il y a une partie, parce qu'on ne veut pas non plus se couper d'une génération, on le sait, les jeunes sont beaucoup plus réseaux sociaux. Est-ce que vous avez regardé le pourcentage qui pourrait être intéressant ou qui pourrait faire basculer le tout? En fait, j'ai pas de pourcentage à suggérer, mais c'est sûr que le gouvernement du Québec doit donner l'exemple. Je vous cite des chiffres qui ont été rapportés par Le Devoir. Pour l'année 2017-2018, le gouvernement du Québec avait investi au moins 6 millions de dollars en publicité chez GAFA. C'est une hausse de 120 % en un an. La SAQ, plus 600 % en un an. Emploi, travail et solidarité sociale, plus 566 % en un an. Ministère de l'Éducation, plus 271 %. Revenu Québec, plus 272 %. Et doit-on rappeler que Facebook et Google ne paient pas d'impôts au Québec? Placement Québec, 44 % du budget destiné à l'achat de publicité en ligne est allé uniquement chez Google et Facebook. Donc, je pense que c'est à vous d'en tirer vos conclusions, mais je crois effectivement qu'un virage doit être fait pour revenir vers des sources d'information et des annonces plus traditionnelles. D'ailleurs, en ce sens-là, on a proposé une motion qui a été adoptée à l'unanimité. C'est apprécié. Le 2 mai dernier. Alors, c'est en ce sens-là où on veut, nous aussi, continuer, bien sûr, à travailler. Rapidement, la diversité des voix. On en parle beaucoup actuellement. Il y a des groupes de presse qui ont aussi levé la main. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait sauver les 6 journaux, là, parce qu'on parlait de quotidien dans les régions, parce que d'en fermer un, ça voulait dire qu'on n'était pas capable de redémarrer les presses par la suite. Alors, c'était important de pouvoir sauver ces 6 journaux pour la diversité des voix comme journaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'une importance capitale. En fait, on peut couvrir une nouvelle d'une façon, mais on peut être un autre journaliste et couvrir la nouvelle de l'autre façon. On parle beaucoup de l'objectivité journalistique, qui en fait devrait être plus l'impartialité journalistique. Mon travail comme journaliste, c'est de rapporter une situation sans prendre parti pour l'une ou l'autre des personnes que j'interroge.
Cela étant dit, le choix du titre, le choix des citations, le choix des intervenants, tout ça, c'est très subjectif parce que ça représente ce que moi, j'ai trouvé le plus important, ce que moi, je pense que mes lecteurs devraient retenir de cette situation-là. Donc, si on avait une concentration de la presse, tous les médias rapporteraient la nouvelle de la même façon et ça peut poser un risque. Je dirais qu'on manque une certaine partie de la nouvelle parce que ce qui est merveilleux dans le monde de journalistes, c'est qu'on est des drôles de bébites et des fois, on ne voit pas les choses de la même façon. Je tiens à vous remercier beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'essai, qui est une réussite. Et pour moi, pour la suite des choses, je vais quand même laisser la parole à ma collègue. J'espère qu'on pourra encore une fois compter sur vous parce que c'est des éclairages comme ceux-ci qui nous permettent d'avancer. Merci beaucoup. Maintenant, la députée de Saint-Laurent pour 1 minute 15 secondes. Madame Martel, je vais prendre 1 minute 15 secondes pour être directement vers les GAFA en matière d'impôts. Vous avez parlé de fonds. Si je vous dis que Facebook, par exemple, en 2016, quand je me suis penchée sur les recettes publicitaires de Facebook, c'est environ 1,2 milliard déjà qu'ils faisaient partout au Canada, qui ne sont pas imposés. Pensez-vous que, justement, on pourrait faire comme la France, puis avoir une taxe GAFA qui pourrait venir aider directement, entre autres, les journaux et la démocratie? Tout à fait. En fait, s'il y avait une redevance qui pouvait être versée aux médias traditionnels à partir de ce que Facebook engrange comme revenu en raison de nos contenus, ça pourrait être une manière d'alimenter la roue, si on veut. Pour citer Jean-Hugues Roy, je pense que c'était... D'ailleurs, sur certaines études, j'aimerais vous poser une deuxième question, oui, si vous permettez, parce que le temps file. En 2018, le gouvernement libéral avait instauré ce que les gens appellent communément la taxe Netflix. Vous êtes au courant qu'au niveau fédéral, ils ne l'ont pas fait. En mars dernier, le vérificateur général du Canada a annoncé une perte de 62 millions. Pensez-vous que, justement, le gouvernement fédéral, il y a aussi une campagne électorale qui se dessine devant nous, devrait justement agir immédiatement pour assurer l'équité fiscale pour tous les GAFA versus aussi les journaux? Le gouvernement, en fait, on est ici pour au niveau... En terminant. Oui. On est au niveau provincial aujourd'hui, donc je viens m'adresser à vous pour ces questions-là. Si le gouvernement fédéral est ouvert à m'entendre, j'irai me présenter. Merci beaucoup, Madame la députée. Je reconnais maintenant un membre du deuxième groupe d'opposition pour une durée de 2 minutes 30 secondes. Je reconnais la députée de Tachereau. Bonjour tout le monde. Je vais y aller rapidement. J'ai 2 minutes 30. Je vais vous poser mes 2 questions, puis vous répondrez selon ce qui vous stimule le plus. Votre avis sur le fait que dans cette commission, on ne pourra pas entendre des spécialistes, des experts de la question de l'imposition des GAFAM qui aurait pu être une source de long terme pour financer les médias? Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, vous disiez tantôt dans votre présentation que le but mercantile des médias entrait en contradiction avec la qualité de l'information. Puis donc, deuxième question, votre avis sur l'idée que Québécois devienne propriétaire de la Voix de l'Est, lui qui est déjà avec ses journaux dans la région de Granby. Votre avis là-dessus? M. Pellado n'a pas de journaux dans la région de Granby. Là. Non, effectivement, mais c'est sûr que s'il y avait des représentants des GAFA qui s'étaient présentés devant vous, ils auraient peut-être été en désaccord avec ma position et peut-être celle de d'autres témoins qui vont défiler après moi. C'est sûr que quand on a le gros bout du bâton, c'est difficile de vouloir en laisser ne serait-ce qu'un pouce ou deux. Mais je pense que ces entreprises-là, sur la place publique, se disent en faveur de l'information, se disent en faveur de la transparence. Leur collaboration sera la preuve que les bottines suivent les babines. Pour l'instant, on n'en a pas eu la preuve. Par rapport à la possibilité que les journaux soient achetés par Québécois, pour l'instant, c'est une hypothèse. Je préfère attendre de voir les scénarios qui vont se dessiner. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la table, beaucoup de projets, des acheteurs potentiels, aussi un projet de coop de travailleurs actionnaires. Donc, je serais ravie de commenter le scénario qui sera réalisé, mais pour l'instant, le reste, ce ne sont que des suppositions. Parfait. Il reste 45 secondes. Dans le fond, ce que je vous demandais, c'était pas nécessairement qu'est-ce que vous pensez du fait que Facebook n'envoie pas de représentants ici, mais des gens, des experts de la taxation des GAFAM, par exemple, comme ceux qui ont conseillé le gouvernement français dans l'idée d'imposer une taxe Google à tous les GAFAM de 3 % sur leurs revenus en France. Ça, c'est dans la plupart des mémoires, en fait, on fait mention de cette idée-là de s'inspirer de ça pour faire ça ici. Et je veux savoir si c'est ça ce que vous pensiez par rapport au fait que la commission, on ne va pas se pencher là-dessus. Il n'y aura pas d'experts en la matière qui vont venir nous parler de ça. Bien, j'imagine qu'après coup, vous allez pouvoir les solliciter pour complémenter l'information. J'espère aussi.
Merci beaucoup, Madame la députée. Je reconnais maintenant un membre du troisième groupe d'opposition pour une durée de 2 minutes 30 secondes. Monsieur le député de Rimouski, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Commencer par dire, le mandat de la Commission ici, c'est de trouver des pistes de solutions. C'est un mandat qui est important. Bon, on l'entend là, depuis un bout de temps. Le monde attend après ce que la Commission va dire, mais je veux juste réitérer que le gouvernement a toujours une responsabilité. Il y a encore un comité ministériel qui est là, qui devrait déposer des solutions aussi. J'espère que tout le monde n'est pas sur le neutre en regardant ce qui se passe dans la Commission, qu'il y a d'autres mondes aussi qui travaillent à trouver des solutions, parce que sinon, moi, je ne veux pas faire partie d'un jeu où on se dit, on attend ce que la Commission va nous dire. Non, nous, on va accueillir des gens, mais il faut qu'il y ait du monde qui travaille aussi et qui nous propose des choses au gouvernement. Ce n'est pas le temps de se déresponsabiliser. Surtout là, il y a des urgences. Je réitère aussi la volonté d'aller en région. On a pris une décision ici ensemble, là, ça retarde, mais il faut absolument aller à la région. On ne peut pas parler de l'avenir des médias, notamment en région, sans aller voir ce qui se passe en région. Et j'y tiens. Il faut absolument aller au moins 2 ou 3 fois en région, aller rencontrer les artisans de l'information dans les régions. Si vous demandez aux gens du Québec qu'est-ce qui s'est passé dans le bas du fleuve en Gaspésie la dernière année, ils vont vous dire vous avez des problèmes de traversier. Tout le monde sait qu'ils le traversier à Matane-Godbout, ça ne marchait pas. Un peu tout le monde au Québec le sait. Mais ils ne savent pas bien d'autres choses. Parce qu'on n'a pas parlé de rien d'autre du bas du fleuve et de la Gaspésie. C'est un gros problème. Si on n'est pas capable de dire qu'on existe puis de dire qu'est-ce qui se passe dans nos régions, dans le reste du Québec, bien, c'est la démocratie qui en souffre. C'est aussi les décideurs qui sont ici à Québec qui disent bon, il n'y a pas de problème dans le bas du fleuve en Gaspésie, on va régler le problème de traversier puis tout est beau. C'est hyper important ce qui se passe avec les besoins de nos médias régionaux. On a parlé beaucoup des quotidiens. J'aimerais ça que vous me parliez des hebdos. Les hebdos sont importants. C'est encore beaucoup de choses que les gens consultent, les hebdos. Votre solution de la crédit d'impôt sur la masse salariale, est-ce que ça pourrait être aussi une façon d'aider nos hebdos dans nos régions? 30 secondes, s'il vous plaît. Tout à fait. En fait, les mesures que je suis venue vous proposer aujourd'hui devraient s'appliquer à tous les médias. On parle des quotidiens, des hebdos, radio, télé. L'important, c'est la production de nouvelles locales. La structure autour importe peu. Il faut soutenir la production d'informations. C'est ce que j'ai à vous dire. Merci, Monsieur le député. Je reconnais maintenant la députée de Marie-Victorin. Merci beaucoup, Mme Martel, pour votre engagement, mais également pour votre travail de sensibilisation. Vous en avez fait état de nombreuses reprises dans votre présentation. Vous parlez d'une méconnaissance du travail des journalistes par le public. On sait aussi qu'il y a quand même un certain effritement de la confiance de la population à l'égard des médias de façon générale. J'ai cru comprendre que vous évoquiez l'éducation aux médias en guise de piste de solution. Je serais curieuse de voir comment est-ce que vous la voyez. Est-ce que c'est dans le cadre d'un cours d'éducation à la citoyenneté au secondaire? Est-ce que ça pourrait se déployer auprès de l'ensemble du grand public? Donc, comment concrètement on pourrait appliquer ça? Actuellement, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a développé la formation 30 secondes avant d'y croire qui se vagabonde d'une école secondaire à l'autre grâce à des journalistes bénévoles. Ça a un franc succès. D'autres mesures seront à venir, effectivement, là, pour une clientèle adulte, mais je crois l'intégration d'un volet sur la consommation des médias, sur l'information au sein d'un cours en éducation civique pourrait être une piste de solution. Et ça devrait se commencer dès le secondaire. Et puis, en fait, intégrer aussi les médias dans le cursus scolaire, dans les cours. Il y a déjà beaucoup de professeurs qui le font, mais c'est une manière de se familiariser avec cette bébite-là qui est un journal papier, entre autres, ou sur Internet, peu importe. C'est une manière de prendre connaissance de son monde, de ce qui nous entoure, finalement. Puis est-ce que vous le sentez sur le terrain, justement, cette baisse de la confiance de la population à l'égard du travail que vous exercez? Ça dépend, en fait. C'est sûr que les gens, normalement, qui prennent la peine de nous contacter sont soit très contents, soit très mécontents. Donc, ça se situe un peu entre les deux. Mais je sens que souvent, on ne pense pas à tout ce qu'il y a de travail derrière, ne serait-ce que le coût de production d'une nouvelle, parce qu'on ne paie plus pour la consommer. On oublie qu'elle coûte quelque chose, puis on oublie sa valeur. Donc, je pense que c'est des choses qui sont prises pour acquis puis qui se sont un peu effacées au fil du temps. Merci. Merci beaucoup, Mme Martel, pour votre contribution aux travaux de cette commission. Je suspends les travaux pour quelques instants pour permettre à M. White de prendre place.